Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième vidéo de cette série Python. Dans un instant, on va étudier une nouvelle structure super fun, la boucle for. Alors je dis fun pour une bonne raison. Ces boucles vont non seulement nous permettre de travailler efficacement avec les listes, mais aussi de répéter des petits bouts de code autant de fois que l'on veut. Et ça peut donner des trucs assez cool visuellement si on utilise les bibliothèques graphiques de Python. Si vous voulez apprendre à faire ce style de figure, regardez la vidéo jusqu'à la fin où je vous montrerai comment faire. Commençons par essayer de comprendre l'utilité de la boucle for. Alors dans la dernière vidéo, on a travaillé sur les listes. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. On a depuis acquis cette notion de stockage de plusieurs valeurs avec les index qui nous permettent d'y accéder. Et maintenant, on va voir qu'on a souvent besoin de parcourir les éléments de ces listes un par un de manière efficace. Par exemple, imaginez que vous managez un business. Vous avez une liste avec les adresses mail de vos milliers de clients et vous aimeriez leur envoyer le même mail à chacun. Ce serait très long d'écrire manuellement, envoyer le mail à la première personne de la liste, envoyer le mail à la deuxième personne de la liste, etc. En plus, là j'en ai 4. Mais on a beaucoup plus de clients que ça. Et on a autre chose à faire que d'envoyer les mails manuellement un par un. De même, en reprenant mon bon vieux planning, si je voulais afficher toutes les différentes tâches de mon planning, ce serait pas très efficace d'écrire print planning 0, print planning 2, print planning 3, mais surtout si on modifiait la longueur de la liste, il faudrait ajouter ou enlever des prints. C'est là que la boucle for vient nous sauver. Elle permet d'appliquer une ou plusieurs instructions, comme afficher la valeur, à toutes les valeurs d'une liste, ce qui permet à notre algorithme de fonctionner pour toutes les listes, quelle que soit leur longueur, et de n'avoir à rentrer l'opération à faire sur les éléments de la liste une seule fois, contre écrire comme avant, print planning 0, print planning 1, jusqu'au énième élément de notre liste. Eh bien la boucle for permet de résoudre tous ces problèmes. Donc ouvrez grand les yeux et les oreilles, on va regarder comment elle se construit et comment elle fonctionne. La syntaxe est la suivante. On commence par écrire for, puis on donne un nom de variable qui prendra à chaque fois qu'on exécutera la boucle les différentes valeurs de la liste mises après le in. En anglais, for veut dire pour et in veut dire dans. Donc je pense que si on devait transformer cette ligne en langage naturel, il faudrait la comprendre comme pour la variable de nom valeur, prenant une à une les différentes valeurs dans la liste list, exécuter les instructions de ce bloc. Car en effet, comme pour les if, else et elif, Python ne va pas deviner ce qu'il doit exécuter pour chaque élément de la liste, il faut indenter les instructions qui appartiennent au bloc for avec une tabulation. Illustrons tout de suite ce concept avec l'exemple des tâches de mon planning. Pour cet exemple, on va utiliser une liste que j'ai appelée planning et qui contient plusieurs valeurs, toutes du texte, donc entre guillemets. Ce qu'on va faire, c'est dire à Python, en utilisant la boucle for, de prendre les valeurs une par une et de les afficher. En reprenant ce qu'on vient de voir, voici ce que ça donnerait. On commence par écrire for pour dire à Python qu'on veut faire un bloc for. Puis, il faut créer un nom de variable qui, à chaque tour de la boucle, prendra la valeur suivante dans la liste. Pensez toujours à nommer vos variables de façon à facilement comprendre ce qu'elles contiennent, quitte à choisir des noms longs. Moi, je vais l'appeler tâche parce que cette variable contiendra une tâche différente à chaque tour de la boucle. Ensuite, je mets le mot in, qui veut dire dans, rappelons-le, et qui doit être suivi de la liste que l'on veut parcourir, parce que Python ne peut bien évidemment pas deviner celle dont on parle. On n'oublie pas les deux points qui introduisent la création d'un bloc avec les instructions qui doivent être répétées pour chaque élément de la liste. Je vous rappelle aussi que le bloc se termine soit s'il n'y a rien après, soit si une ligne n'est plus décalée et revient au niveau du mot introducteur du bloc, qui est for ici, mais ça vaut aussi pour les if et les else. Ici, l'instruction que l'on veut répéter est le print sur l'élément courant, c'est-à-dire tâche. Donc on écrit print tâche. Ce qu'il va se passer, c'est que Python va voir le for, puis il va exécuter print tâche pour chaque tâche de planning. Donc à la fin, notre algorithme devrait afficher une par une toutes les valeurs. Exécutons le programme, et parfait, toutes nos tâches sont affichées une par une dans le shell.
Ce processus de parcourir une liste a un nom précis que vous risquez d'entendre très souvent, donc ça vaut le coup de le retenir. On appelle ça itérer une liste ou faire des itérations d'une liste. Pour vous entraîner, essayez de déterminer ce que ce programme va afficher dans le shell. Et oui, on obtient 2, 3, 4, 5, 6, 7. En effet, la variable valeur prend une à une les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pour chacune d'elles, elle affiche la valeur plus 1. Ainsi, pour 1, il s'affichera 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Pour 2, 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Pour 3, 4, et ainsi de suite pour toutes les valeurs. Voici un autre exemple fun, fait à partir d'une liste de 20 prénoms que j'ai choisi complètement aléatoirement sur Internet. À partir de cette liste de prénoms, j'ai fait une boucle qui dit bonjour à chacune d'elles, car souvenez-vous que le plus met deux morceaux de texte bout à bout si les deux sont du texte. Ici, c'est le cas de tous les prénoms et de bonjour puisqu'ils sont entre guillemets. J'obtiens en sortie de mon programme un bonjour pour chaque prénom de ma liste. Notez d'ailleurs que l'on retourne à la ligne après chaque print. Donc ce qui est super pratique, c'est que c'est super compact. J'ai pas besoin d'écrire 20 fois bonjour et le nom de la personne sur 20 lignes. Mais surtout, je peux ajouter ou supprimer des clients pour revenir à notre situation sans ajouter des prints ou quoi que ce soit. Ça marche quelle que soit la taille de la liste de prénoms. Alors jusqu'à présent, on a vu que la boucle for permet de travailler un par un avec les différents éléments d'une liste donnée. Mais souvent, on veut pas forcément travailler avec une liste, on veut juste répéter des instructions plusieurs fois. Pour mieux comprendre tout ça et rendre cette explication plus visuelle, on va se familiariser avec Turtle qui est un module Python, celui que j'ai utilisé pour réaliser les figures assez stylées que je vous ai montré en intro. On verra plus tard exactement ce que c'est qu'un module et comment ça s'utilise, mais pour l'instant, dites-vous juste que les modules ou bibliothèques Python, ce sont des sortes d'extensions qui nous permettent de faire plus de choses. Ici, Turtle permet de créer une fenêtre où un curseur peut se déplacer pour tracer des figures. Pour pouvoir utiliser Turtle dans un programme, il faut toujours écrire tout en haut From Turtle, import et une étoile. En gros, l'étoile veut dire tout. Donc cette ligne dit à Python d'aller chercher toutes les fonctionnalités pour faire marcher Turtle. L'idée de ce module, c'est que vous avez une flèche au milieu d'une fenêtre qui s'ouvre et on va utiliser trois fonctions pour la faire se déplacer. La première est la fonction forward, qui veut dire avancer. Et entre parenthèses, après, il suffit de mettre une distance pour la faire avancer de cette distance. Par exemple, forward 100 donne ceci. Forward 200 avance deux fois plus. Et 300, toujours plus. Et pour les distances, si ça vous intéresse, ce sont des pixels. Donc avancer de 100 revient à avancer de 100 pixels sur votre écran. Alors c'est super les lignes droites, mais heureusement on peut aussi tourner. Pour ce faire, on utilisera la fonction right, qui veut dire droite, ou la fonction left, qui veut dire gauche. Il suffira d'écrire right ou left et de mettre entre parenthèses l'angle correspondant en degrés pour tourner. Par exemple, réalisons un triangle équilatéral de côté 100. On peut commencer par tracer le côté du bas, on écrit forward 100, puis on veut tourner vers la gauche d'un certain angle. Vous savez que tous les angles d'un triangle équilatéral font tous 60 degrés. Mais si vous tournez à gauche de 60 degrés, voilà ce qui se passe. En fait, si vous tournez de 60 degrés, vous aurez un angle de 180 moins 60, donc 120 degrés. Il faut en fait tourner de 120 degrés vers la gauche pour créer cet angle de 60 degrés. Pour boucler notre triangle, il suffit de répéter ces deux instructions trois fois. En effet, on dit au curseur d'aller en avant, de tourner à gauche, d'avancer, de tourner à gauche, d'avancer, et puis de retourner à gauche. Donc déjà, c'est pas très beau d'écrire trois fois la même chose. Et puis, si on voulait faire 5 triangles, vous imaginez recopier 10 fois ces deux instructions? Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la boucle for pour répéter des instructions un certain nombre de fois. Alors ce qu'on veut, c'est une boucle qui répète 3 fois avancer, tourner à gauche pour notre triangle. Donc pour ce faire, il suffirait en fait tout simplement de parcourir une liste avec 3 éléments sans se servir des éléments. Mais bon, là on a 3 éléments,
Mais dans ma spirale d'intro, il y avait plus de 200 itérations de boucles. Et c'est là que j'ai utilisé la fonction range de Python pour créer des listes avec des suites de nombres efficacement, quelle que soit la taille. Alors cette fonction, elle est dans tous les sujets de maths, de physique, d'enseignement scientifique et dans beaucoup de programmes en général d'ailleurs. Donc c'est super important que vous compreniez parfaitement son fonctionnement et son utilité. Range permet de créer une liste avec une étendue de valeurs. Donc si vous mettez range x avec x entier positif, la fonction créera automatiquement une liste avec les valeurs de 0 jusqu'à x-1. Ainsi, range 5 donnera 0, 1, 2, 3, 4, car la valeur donnée est exclue. De plus, range 10 donnera les nombres de 0 à 9. Et on retrouve bien ces valeurs sur Tony. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mis le range dans une fonction list. En général, vous n'aurez jamais besoin de le faire. C'est juste parce qu'on veut faire afficher range entièrement sous forme de liste pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, tant qu'on y est, on peut essayer avec des valeurs plus grandes comme 100 par exemple, qui nous donne une liste de 100 éléments de 0 à 99. Mais souvent, on va utiliser les valeurs de la fonction range, et on ne veut pas forcément toujours commencer à 0. C'est pourquoi on peut utiliser range d'une deuxième façon pour commencer à n'importe quelle valeur. Ainsi, range, avec entre parenthèses deux valeurs séparées par une virgule, crée une liste partant de la première valeur et allant à la deuxième valeur exclue. Du coup, range 3, 7 donne une liste avec 3, 4, 5, 6. Et range 1, 14, les valeurs de 1 à 13. Enfin, on peut ajouter une troisième valeur à la fonction range. On l'appelle le pas. Si vous mettez rien comme avant, le pas vaut 1. C'est pourquoi les nombres de la liste se suivent. Mais si je ne voulais qu'un nombre sur deux, que les nombres pairs par exemple, de 0 à 20, eh bien on écrirait range 0, 21, 2. Car rappelez-vous que la bande supérieure est exclue. Donc pour inclure 20, on écrit 21. On obtient ainsi 0, 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 20. Essayons avec d'autres valeurs comme pour départ 4, pour bande supérieure 50 et pour passe 5. Pour construire la liste, Python va tout simplement partir du premier élément, 4, puis ajouter 5 pour obtenir 9, puis encore 5 pour obtenir 14, et ainsi de suite jusqu'à dépasser 50. Notez d'ailleurs que les espaces entre virgule et nombre sont toujours optionnels. Dans le premier exemple, j'ai pas mis d'espace, dans le deuxième, j'en ai mis, et dans les deux cas, ça fonctionne. C'est juste pour une question de lisibilité, on préférera ou non mettre des espaces pour aérer le code. Pour récapituler, la fonction range peut construire une liste de trois manières différentes. Si vous mettez une seule valeur entre parenthèses, ce sera la bande supérieure. Si vous mettez deux valeurs, ce seront les bornes inférieures et supérieures. Enfin, si vous mettez trois valeurs entre parenthèses, ce seront les bornes inférieures et supérieures, ainsi que le pas entre chaque élément. Utilisons ces nouvelles connaissances pour simplifier l'algorithme du triangle. On va utiliser la boucle for qui doit se répéter trois fois, donc parcourir une liste de trois éléments. On peut donc mettre for, n'importe quel nom de variable, puisque de toutes les façons on ne va pas s'en servir, donc i pourquoi pas, et inRange 3 qui va créer une liste avec 0, 1, 2, donc de longueur 3. Passons en mode debug. Alors Python va exécuter le bloc une première fois avec i égale 0, qui est donc la première valeur de range 3. On va avancer et tourner à gauche. Puis pareil pour i prenant la deuxième valeur de range 3, c'est-à-dire 1. Et enfin, on réalise ces instructions une dernière fois pour la dernière valeur de range 3, c'est-à-dire i égale 2. Et voilà, le triangle est fermé. On va maintenant s'entraîner en essayant de réaliser cette figure, en hexagone, aussi efficacement que possible. Elle est composée de 6 triangles équilatéraux, semblables à celui qu'on vient de réaliser. Quand on rencontre ce type de problème, il faut essayer de le décomposer en plusieurs étapes plus simples. Une bonne manière de décomposer les étapes, c'est de voir qu'on peut commencer par réaliser un premier triangle équilatéral comme avant, puis tourner vers la gauche de 60 degrés, et de répéter la même chose pour faire un second triangle identique. Puis, on peut tourner de nouveau à gauche de 60 degrés pour faire un autre triangle, et répéter ce processus 6 fois au total pour boucler la figure. Maintenant qu'on a simplifié les étapes, et qu'on sait comment on va faire,
Commençons par réécrire les lignes qui permettent de tracer un triangle. Donc on fait for i in range 3, avancer de 100 et tourner à gauche de 120 degrés. Donc vous pourriez dire, ça y est, il n'y a plus qu'à répéter 6 fois les instructions qui permettent de faire un triangle, et ce sera chose faite. On pourrait tout simplement mettre ces instructions qui permettent de réaliser un triangle dans une boucle qui se répète 6 fois pour obtenir 6 triangles. Alors d'ailleurs, quand vous mettez une boucle dans une boucle, vérifiez bien que vous utilisez deux noms de variables différents après le for, sinon ça va partir en vrille. La deuxième chose, c'est que le contenu de la boucle dans la boucle doit être décalé deux fois par rapport à la marge pour appartenir à celle-ci. Alors qu'est-ce qui se passe si on répète 6 fois de faire un triangle? Eh bien, si vous faites rien entre deux figures, elles vont juste se dessiner les unes par-dessus les autres. Comme ceci. Il faut donc ajouter entre deux triangles de tourner à gauche de 60 degrés pour que le triangle suivant soit au-dessus. Il ne reste plus qu'à exécuter, et comme par magie, notre figure se dessine. Avant d'achever cette vidéo avec un petit exercice type back, je tiens à vous rappeler que même avec range, la variable après le for prend les valeurs successives d'une liste. Dans le cas d'une itération de range 10, qui comprend les valeurs de 0 à 9, c'est comme au début de la vidéo avec les prénoms et les plannings, le code de la boucle s'exécute pour chacune des 10 valeurs de range. D'ailleurs, si on fait print i à chaque itération et qu'on exécute, on voit bien qu'à la première boucle i vaut 0, puis i vaut 1, puis 2, et ainsi de suite jusqu'à 9. Tant que la fonction range et les boucles for sont fraîches dans votre tête, on va s'entraîner sur un exercice inspiré d'un sujet de bac. La question est la suivante. Quelle est la valeur contenue dans la variable s après exécution de ce programme? Ici, c'est une question à choix multiple. Vous avez le choix entre A51, B 1326, C 1275 et D 2500. Vous aurez peut-être besoin d'une feuille de papier ou d'une calculatrice ainsi qu'un peu de temps pour résoudre cette question. Donc n'hésitez pas à poser la vidéo. Eh bien, c'était la réponse C, 1275. Essayons de comprendre cette réponse sans utiliser les formules des suites. Tout d'abord, que fait l'algorithme? Eh bien, il crée une variable s de valeur 0, puis il utilise une boucle for pour parcourir range 51, qui contient donc les valeurs de 0 à 50. À chaque fois, il ajoute la valeur de la boucle à la variable s. Ainsi, la valeur finale de s sera tout simplement la somme des termes de range 51, c'est-à-dire 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 50. On pourrait rentrer les 50 nombres dans la calculatrice, mais pour être plus efficace, voici une autre méthode. On peut regrouper les nombres par paires qui font 50. Ainsi, 0 et 50 font 50, 49 et 1 aussi, 48 et 2, etc. Jusqu'à 24 et 26. On a donc 25 paires qui font 50 et un 25 qui reste à la fin. Ceci revient à faire 25 fois 50 plus 25, ce qui fait 1275. Comme promis, je vais terminer cette vidéo en vous montrant rapidement comment j'ai fait cette spirale. En fait, c'est le résultat de 120 carrés décalés de 3 degrés les uns par rapport aux autres. Donc on commence par faire un carré en répétant 4 fois avancer, tourner à gauche de 90 degrés. Puis on va répéter ça 120 fois, sans oublier de tourner de 3 degrés vers la gauche entre chaque figure pour pas que les carrés ne se superposent. Et voilà le résultat. Bon, alors c'est quand même un peu lent, donc on peut accélérer le processus en ajoutant une petite ligne speed fastest pour que ça s'accélère. Et voilà, le tour est joué.
Aujourd'hui, vous avez découvert les boucles for qui permettent d'itérer des listes ou répéter des instructions. Vous avez aussi appris à utiliser la fonction range qui permet de créer des listes de nombres. Enfin, vous vous êtes familiarisé avec Turtle, une des bibliothèques graphiques de Python, pour mieux comprendre la répétition d'instructions. Dans la prochaine vidéo, on explorera quelques fonctionnalités supplémentaires des boucles for pour travailler avec les index des listes avant de découvrir les boucles while qui nous permettront de répéter des instructions tant qu'une condition est vraie. Ça peut être très utile par exemple si vous voulez redemander une entrée à un utilisateur tant que celle qu'il vous donne n'est pas valable. Par exemple, s'il vous donne des mots alors que vous attendez des chiffres. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout de partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez que ça peut les aider. Allez, bonne journée et à la prochaine!